Bonjour et bienvenue à ce webinaire de Bright Data. Merci de nous rejoindre. Aujourd'hui, nous parlerons de stratégies pratiques pour réduire vos coûts de scrapping lorsque vous avez des opérations de scrapping à grande échelle. Juste avant de commencer, quelques consignes. Pendant la session, vous pouvez poser toutes vos questions dans la section QR en bas. Nous avons l'un de nos membres, Lucas, pour répondre au fur et à mesure. De plus, nous aurons de temps pour les questions, alors gardez-les et nous y répondrons. De plus, une fois cette session terminée, un sondage apparaîtra automatiquement. Juste rapidement, 3 questions simples pour savoir comment nous avons fait et vous donner un meilleur contenu à l'avenir. Et pour répondre à la question la plus évidente de toutes, oui, nous partagerons l'enregistrement la semaine prochaine par email avec les diapositives et tous les documents. Raphaël, à vous la parole. Merci, Omar. Raphaël Lévy, consultant en solutions chez Bright Data depuis presque 6 ans. À l'époque, c'était Luminati. J'ai beaucoup d'expérience dans la collecte de données avec des gens qui essaient de réduire les coûts. Et aujourd'hui, je veux partager cette expérience avec vous. Aujourd'hui, nous allons discuter de scénarios, de méthodes de collecte de données, d'utilisation des IPS, car beaucoup de gens pensent qu'ils doivent utiliser des IPS résidentiels, ce n'est pas nécessaire. Je pense que la meilleure mesure que vous pouvez prendre est de le faire fonctionner avec une IP de centre de données. Si vous pouvez le faire fonctionner avec une IP de centre de données, vous économisez de l'argent. Avant de commencer, revoir à quoi ressemble la collecte de données aujourd'hui. Alors tout d'abord, si vous collectez des données, vous devez évidemment y accéder, n'est-ce pas? C'est probablement la partie la plus importante pour débloquer les données, n'est-ce pas? Il y a des sites web qui mettent en place des systèmes de blocage de bots très robustes en ce moment. Vous avez besoin d'un proxy. Une IP ne suffit pas, donc nous utilisons un proxy. Les IPS peuvent être bloqués. Des entêtes ou cookies pour débloquer. Donc, je débloque. Ensuite, une fois que vous avez les données, vous devez les parser. Vous pouvez le faire via un navigateur NTI. Ensuite, l'étape suivante est la qualité des données. Donc, une fois que vous avez parsé les données, la validation est très importante. Assurer la collecte. Grandes échelles. Impossible de tout vérifier manuellement. Parlons faire si vous avez 50 millions d'enregistrements nécessiter un système de validation. Donc, après l'avoir validée, vous la traitez. Évidemment, une fois que vous avez déjà les données traitées et validées, vous devez les stocker, puis les analyser. Maintenant, chacune de ces étapes nécessite un certain type d'ingénieur, un certain type de service, un certain coût. Chacune de ces étapes a un coût derrière elle. Donc, je veux parler des différentes et variées méthodes de collecte et d'analyse de données, d'accord? Nous commencerons par les solutions internes. Donc, par exemple, si vous voulez collecter les données et tout faire vous-même, vous aurez évidemment besoin d'ingénieurs. Vous pourriez nécessiter plusieurs équipes de développement. Certains sites web peuvent être difficiles à débloquer. Vous pourriez avoir quelques personnes qui essaient de comprendre ce qui bloque, ce qui doit être fait. J'ai construit des collecteurs. Et c'est peut-être la partie la plus fastidieuse, c'est de le débloquer. Lorsque vous faites tout en interne, vous gérez. Vous aurez également besoin de serveurs. Vous aurez besoin d'un certain type de stockage. Et toute l'infrastructure, vous savez, c'est un gros morceau. Si votre activité principale n'est collecter des données, je ne recommande pas cette approche. L'étape suivante est un hybride. C'est là que vous mélangez. Vous avez votre propre stockage. Vous avez quelques serveurs, mais vous ne vous occupez pas du déblocage. Vous utilisez un service. Par exemple, je ne veux pas, il y a beaucoup de services qui vous aident à débloquer le site web. Je vais utiliser les services de Bright Data en exemple, par exemple, Bright Data a un locker. Cela permet que vous pouvez envoyer une commande curl et ils obtiennent le HTML de la page. Cela supprime essentiellement le besoin de travailler sur le fonctionnement du site web, n'est-ce pas?
Donc tout le déblocage est fait par un tiers et vous ne travaillez qu'avec les données. Je pense que cette approche peut faire gagner beaucoup de temps, et donc d'argent, car vos développeurs auront besoin de moins de temps pour la faire fonctionner. Et selon le site web, vous pourriez même vous en sortir avec un ou deux développeurs. Et comme nous ne parlons pas de déverrouillage, ils n'ont pas besoin d'être des développeurs experts. Cela pourrait être des ingénieurs de niveau intermédiaire. Et la troisième méthode est les données en tant que service. Il y a beaucoup de fournisseurs de services auprès desquels vous pouvez acheter les données. Et si votre entreprise analyse des données, fait de l'apprentissage automatique, il n'y a pas de raison de créer un département pour les collecter. C'est peut-être le plus grand sauveur de tous. Si votre activité principale est de travailler avec les données, ne créez pas tout un département avec des ingénieurs et ne compliquez pas les choses alors que vous pouvez simplement acheter ces données. Il existe de nombreux services qui vendent des données. N'hésitez pas. Cela pourrait probablement vraiment être un choix très économique. Donc, si vous décidez de tout faire en interne, je veux parler d'autres coûts qui peuvent être économisés. Commençons donc par le type d'IP. La plupart d'entre vous savent que les IPS de centres de données sont les IPS les moins chers. Je veux parler des IPS de centres de données. Pourquoi? Il y a une idée reçue, on pense que de nombreux sites web nécessitent des IPS résidentiels pour fonctionner. C'est vrai. Il est très facile de faire fonctionner un site web avec une IP résidentielle, mais ce n'est pas impossible. Donc, quelques méthodes décrites sont, comme, des proxys de centres de données avec un appel API. Utilisons une IP de centre de données, envoyons la requête, obtenons la requête URL et récupérons le HTML. C'est la méthode la plus rapide et la plus économique pour collecter des données. Si vous réussissez avec cette méthode, il n'y a pas grand-chose que vous puissiez faire pour économiser. Parce que chaque appel API peut être de 400 kilooctets, les IPS de centres de données par gigaoctet sont très bon marché. Si vous pouvez les faire fonctionner, c'est parfait. Ensuite, il arrive que l'API soit difficile à utiliser. Vous pouvez charger un proxy de centre de données avec une automatisation, PubT, Selenium. Souvent, un navigateur débloquera des éléments supplémentaires ou peut-être qu'un rendu Java doit être effectué. Donc, un centre de données avec un navigateur est la prochaine étape. Si le centre de données ne fonctionne pas, utilisez des IPS résidentiels. Les IPS résidentiels obtiennent un score plus élevé. Lorsque le système de détection de bots enregistre une IP résidentielle, nombreux sites web fonctionneront. Ainsi, même un simple appel API avec une IP résidentielle aura un taux de réussite bien meilleur qu'un centre de données avec un appel API. Et les IPS résidentiels avec un navigateur. C'est probablement, vraiment, certainement la méthode la moins rentable et pas la plus rapide car il y a vraiment beaucoup de choses très différentes qui sont chargées. Je veux faire ensuite, nous discuterons ces points. Je vais montrer comment nous pouvons faire fonctionner les API des centres de données. Montrer comment on peut voir si ce site web marche avec une IP de centre de données ou si c'est une perte de temps. Si vous êtes dans le scénario utilisant des proxys résidentiels avec un navigateur, comment pouvons-nous minimiser la bande passante? Parce qu'il y a, en chargeant une page, beaucoup de requêtes sont chargées en arrière-plan, inutiles. Si vous collectez des données produits et n'avez pas besoin des images, seulement les URL, ne chargez pas les images. Je vais vous montrer des exemples de comment nous pouvons y parvenir. Donc, maintenant, je vais passer à Visual Studio. J'ai deux scripts préparés pour nous. Je vais également utiliser Bright Data Proxy Manager, non pas pour autre chose mais juste pour avoir les journaux et pour visualiser ce que je fais ici. J'ai donc ici 4 ports. Pour chaque port, différents types d'IP. Open source, si vous souhaitez l'utiliser avec un autre proxy, faites-le. Il est disponible sur GitHub. Installez-le et utilisez-le. Donc ici, nous avons des IPS de centre de données avec des IPS aléatoires. Chaque requête qui passera obtiendra une nouvelle IP. Elle va garder la même IP jusqu'à rafraîchir la session. Même chose pour les résidentiels, une requête, une IP,
et une seule session. Et ici dans le code, vous verrez que je suis. Donc ici par exemple, nous allons commencer par un appel API. Nous allons commencer par une zone de centre de données. Et je veux vous montrer quelques exemples. Donc ici j'ai les journaux. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais envoyer, nous allons utiliser un produit Amazon pour la démonstration. Tout le monde connaît Amazon. Amazon est un site web moyennement protégé qui fonctionne avec les IPS de centre de données si vous adoptez une approche correcte. Donc ici, je ne vais pas renvoyer d'entête ni de cookies. Voici les entêtes que j'ai. Je montre comment j'ai fait cela. J'ai quelques cookies. Je vais vous montrer comment ils en sont arrivés là. Nous allons envoyer 10 requêtes sans entête, sans cookies, avec des IPS de centre de données. Vous devriez voir maintenant, voici les 10 requêtes. En jugé par la bande passante, un seul a fonctionné. Nous avons actuellement un taux de réussite de 10%. Requête réussie. Différentes IPS. Voici les IPS. Ce n'est pas quelque chose dont on peut être fier. Donc, je vais ajouter les cookies et les entêtes que je vous ai montrés auparavant. Et voici les 10 nouvelles requêtes, boum. Nous pouvons voir que le taux de réussite est de 90%. Voyons si la dernière requête va passer. Taux de réussite de 100%. En ajoutant des entêtes et des cookies, nous avons obtenu un taux de réussite de 100%. Redémontrons-le à nouveau. Taux de réussite de 100%, 90, je suis presque sûr que ce sera 100. Nous y voilà. Cela ne fonctionnait pas. Nous avions un taux de réussite très bas, et d'un coup, tout fonctionne. Et dans de nombreux cas, les DCIP fonctionnent. Et la meilleure façon de savoir si le site web autorise un DCIP est très simple, vraiment. Je vais utiliser Firefox. Je vais aller dans les paramètres. Je vais aller dans les paramètres de proxy. Et je vais le configurer pour utiliser le même DCIP qu'avant, mais je vais utiliser le port avec une seule session. Nous ne voulons pas que chaque requête soit effectuée avec une IP différente. Ensuite, je vais aller à la même URL ou tout autre site web que vous souhaitez vérifier. Et fondamentalement, si ça se charge, ça peut fonctionner. Si je peux le charger avec un navigateur via un DCIP en code, vous pouvez le faire fonctionner aussi. Voici la prochaine partie difficile. Vous pourriez être capable de le charger ici. Vous retournez à votre code et rien ne fonctionne. Donc les étapes que vous devez suivre pour que cela fonctionne sont simples. Donc, la façon dont je procède et nous allons aller ici. Vous ouvrez les outils de développement. Nous allons dans l'onglet Réseau. Nous allons recharger la page. Le document est en cours de chargement. Nous devons examiner les entêtes de requête. Donc ici, nous avons les entêtes de requête. Et nous devons nous assurer que lorsque nous envoyons une requête à cette page, nous utilisons ces entêtes. Certains sites web ont des cookies d'authentification, expliquez comment exploiter plus tard. Beaucoup de choses ici, mais oui, si le navigateur fonctionne avec le DCIP, vous pouvez le faire fonctionner avec le DCIP dans votre code également. Pas nécessaire sans navigateur, oui. Tant que la requête ressemble à cela, le site web va détecter « Oh, c'est un navigateur qui envoie une requête » et vous renvoyer les données. Essayez donc de limiter autant que possible avec ceci, n'est-ce pas, vraiment? Alors maintenant, passons à autre chose. La prochaine étape est un navigateur. Vous ne pouvez pas le faire fonctionner avec une API. Essayez un navigateur. Ici, j'ai le même site cible, la même URL cible. J'ai quelques bibliothèques chargées. J'ai aussi des cookies et des entêtes. Tout est désactivé et lançons le navigateur. Voici le navigateur. Boum. Nous avons une capture. Personne ne veut résoudre ça. Ajoutons. Utiliser la furtivité, c'est utiliser une bibliothèque pour pupter. D'autres langages ont différentes bibliothèques à utiliser. Ce n'est pas nécessaire ici, n'est-ce pas? Utilisez un vrai navigateur.
Au lieu d'utiliser Chromium, je charge le vrai Chrome. Et vous pouvez le voir ici. Donc, c'est ce que ça fait. Si j'utilise un navigateur, j'exécute mon Chrome et je charge Chrome. Et je vais ajouter les mêmes entêtes et cookies, les entêtes et les cookies que j'ai littéralement copié-collé de l'exemple précédent parce qu'ils sont les mêmes, c'est le même site web, mais l'approche consisterait à regarder les outils de développement et voir ce qui est nécessaire. Maintenant, exécutons-le avec tout ajouté et voyons si nous pouvons réellement charger la page. Boum, pas de capture, d'accord, des SIP, nous scrapons Amazon. J'ai rencontré des clients qui pensent d'avoir des IPS résidentiels. Voici la preuve que vous n'en avez pas besoin. Et il y a d'autres sites web où vous n'avez pas besoin d'IP résidentiel parce que, sauf s'ils ont Cloudflare ou Akame configuré pour bloquer toutes les IPS des centres de données, auquel cas lorsque vous chargeriez Firefox avec un proxy, vous obtiendriez un blocage ou un captcha, vous pouvez faire en sorte que cela fonctionne. Alors explorons différents scénarios. Ici, nous avons le DCID d'Amazon. Je veux vous montrer quelques astuces et j'ai une autre fonction que j'ai créée pour bloquer les requêtes. Je veux vous montrer si nous devons utiliser un navigateur et le charger car rien d'autre ne fonctionne, d'autres moyens d'économiser de l'argent. Ce n'est pas si compliqué. Je veux vous montrer un exemple ici. Ici, nous voyons combien de données sont transférées pour charger cette page. Regardons ce nombre augmenter. Actuellement, rien que pour charger cette page, 7 mégaoctets, 9 mégaoctets de transfert. 20 mégaoctets pour charger une page, c'est fou. Ce que vous pouvez faire pour expérimenter, c'est bloquer certaines de ces requêtes. Beaucoup de ces requêtes ne sont pas nécessaires pour obtenir les données. Elles sont toujours là. Vous n'avez pas besoin des images et vous voulez simplement les bloquer. Et ici, dans les outils de développement de Chrome, vous pouvez aller ici sur les 3 points, aller à plus d'outils et il y a le blocage des requêtes réseau. Ici, je l'ai déjà activé en bas. Donc, je vais activer le blocage des requêtes réseau. Nous voyons que je bloque tous les JPEG et PNG, des images simples. Avant d'utiliser 21 mégaoctets de ressources, je vais vider le cache et recharger les requêtes. Voyons maintenant combien de bandes passantes nous économisons en bloquant les images. Les images ne chargent pas. Will fait 7 mégaoctets. Jusqu'à 8 mégaoctets. Nous parlons d'une sécurité à 50%, donc c'est énorme. C'est vraiment énorme. Et la façon de le faire dans le script est à la fois très simple et vraiment très directe. Donc, ce que j'ai fait, en gros, c'est que j'intercepte la requête. J'ai mis en place un intercepteur ensuite, une seule requête de page est annulée si le type de ressource est une image. C'est aussi simple que ça. Ici, je vais vous le démontrer dans le code lui-même. Par exemple, block request false, je vais l'exécuter. Je vais ouvrir les outils de développement, le réseau, et nous allons voir ici la quantité transférée en bas. Pour vous montrer que c'est la même chose, j'ai ouvert un peu plus tard c'est Jamit. Ça va encore monter jusqu'à environ 20 comme avant. Nous sommes très. Il y a 2 choses à couvrir. Et ensuite, je vais juste bloquer la requête, activer l'interception. Et si ce sont des images, les images elles-mêmes, il y a beaucoup d'autres choses que vous pouvez bloquer. Les images sont la chose la plus facile à bloquer. Cela donne les plus grands résultats car les images sont très lourdes. Donc ici, nous pouvons voir que les requêtes sont bloquées. La quantité qui est transférée est très minimale. Et c'est une astuce très importante pour économiser de l'argent, car lorsque vous utilisez un navigateur et que vous chargez toutes les ressources, je suis sûr que je peux trouver plus de choses à bloquer ici parce que, par exemple, ce que nous pouvons faire, c'est dire qu'il y a un domaine, n'est-ce pas? Donc ici, nous pouvons trier les éléments par domaine et voir qu'il y a beaucoup de choses d'Amazon, Amazon, mais il y a des sites web où vous verrez d'autres choses, Facebook, Instagram, et des liens vers les réseaux sociaux, différentes choses qui ne sont pas vraiment nécessaires. Ici,
Par exemple, chez Amazon, tout est à peu près Amazon, n'est-ce pas? Donc, si nous parlons de ces cadeaux, nous pouvons certainement les bloquer. Donc, vous allez ici, vous expérimentez, avec le blocage, vous supprimez toutes les requêtes. Ma recommandation est de toujours commencer à expérimenter depuis le navigateur. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, vous pourriez bloquer quelque chose qui va casser le site web. Donc, dans ce cas, attendez une seconde, laissez-moi voir ici. Donc, faisons-le, ouais. Donc, expérimentez toujours. Ici, vous pouvez ajouter un joker par domaine. Vous pouvez bloquer toutes ces requêtes et obtenir autant que possible. Ici, nous avons bloqué 151 requêtes et 62 requêtes. Chaque requête bloquée, vous économisez de l'argent. Et donc, c'est principalement dans le code. En résumé, une API avec des DCIP peut fonctionner sur de nombreux sites web. Prenez plus de temps pour le faire fonctionner. Si c'est trop compliqué, utilisez un DCIP avec un navigateur. Vérifiez si le DCIP marche dans Firefox. Si ça marche, vous pouvez le faire fonctionner. Essayez plus fort. En tête cookies expérimentés. Dans le pire des cas, des IPS résidentiels. Vous pouvez également le faire avec une API. D'ailleurs, permettez-moi de vous montrer que j'ai sur le port 24002, juste pour vous montrer. Je n'ai plus besoin de Firefox. Donc, sur le port 24000, une connexion résidentielle avec une IP aléatoire. Je veux essayer le même code, te souviens quand on a fait faux, avec la connexion résidentielle. Nous n'envoyons aucun en-tête, aucun cookie, et je veux montrer que le taux de réussite, attendez, effacez cela pour mieux voir. On va envoyer 10 requêtes avec chaque IP résidentielle. En utilisant une IP résidentielle au lieu d'un taux de réussite de 10%, nous en avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le taux de réussite sera de 80% ou 70%. Il est facile de faire fonctionner une IP résidentielle. C'est résidentiel, il a un score SCIR, vous n'avez pas besoin de vous soucier des cookies et des en-têtes. En activant les en-têtes et les cookies, ce sera 100% comme un décès. Les IP résidentielles ont un taux de réussite plus élevé. Ainsi, vous obtenez un plus grand succès. Les erreurs signifient que si votre code fuit et montre en fait qu'il s'agit d'un bot avec l'IP résidentielle, il pourra s'en sortir comme ça, il pourra peut-être s'en sortir avec un DCIP, vous n'avez pas de marge pour cela, d'accord, donc votre code doit être parfait, il doit s'assurer que tout va bien. Donc, au niveau du code, nous avons compris DCIP, API navigateur résidentiel. Ensuite, ce dont je veux parler est l'optimisation de vos tâches de scrapping, car c'est un sujet très important. J'ai souvent vu des gens, quand ils font du scrapping, commettre des erreurs courantes comme ne pas gérer correctement les délais d'attente ou ne pas utiliser les bons outils. Regardez, chargez la page complète. Si vous chargez la page complète, comme vous l'avez vu, la bande passante augmente à 20 mégaoctets, mais ce que nous pouvons faire, c'est arrêter de charger la page et laissez-moi vous le démontrer très rapidement sur le navigateur. Par exemple, rechargeons la page et je vais l'arrêter tout de suite. Nous n'avons transféré que 1,8 mégaoctets, mais regardez la quantité de données que nous avons. Prix, nom, description, etc. Données là. Pas beaucoup de bandes passantes utilisées. Je ne bloque pas ces requêtes. En chargeant la page, attendez l'élément dont vous avez besoin. Si vous êtes intéressé par la collecte des prix, attendez le prix, puis arrêtez, c'est tout. Si vous avez 10 éléments, vous pouvez attendre qu'ils apparaissent tous. Une fois apparus, arrêtez de charger, c'est tout. Il n'y a aucune raison de charger la page entière si les données sont là, vous avez terminé, collectez-les, analysez-les. Alors ensuite, choisissez le chemin le plus court. Cela signifie, par exemple, si vous êtes intéressé par la collecte des avis Amazon. Il y a plusieurs façons d'atteindre la page des avis. La première est de faire une recherche Xbox. Vous pouvez faire une recherche Xbox, puis vous pouvez cliquer sur un produit en haut, et ensuite vous pouvez aller sur les avis.
Cela fait 3 étapes pour accéder aux avis. Ou ce que vous pouvez faire sur Amazon, c'est que nous avons ces numéros de produits. Nous pouvons aller à la page supplémentaire, voir plus d'avis. C'est une page simple et montrée. Nous pouvons supprimer cela. Avis sur le produit, nous avons l'idée du produit. OK, donc naviguer vers cette URL et simplement remplacer le numéro AS1 sera plus court. Nous sommes déjà sur la page des données sans clic ni chargement supplémentaire. Nous essayons d'éviter les navigations. Alors choisissez le chemin direct vers le produit, vers les données que vous souhaitez collecter, que ce soit un produit ou autre. Construisez l'URL si possible, c'est super. Si vous pouvez éviter la recherche, cliquez, chargez de page et allez directement à la page de recherche, c'est super. Revenez en arrière et mélangez les méthodes. Nous avons discuté de l'utilisation d'une API, nous discuterons de l'utilisation d'un navigateur. Parfois, un site web aura un jeton d'authentification lors du chargement. Disons que vous chargez une page, effectuez une recherche, et que cette recherche nécessite un jeton d'authentification pour charger le produit lui-même. Ce que vous pouvez faire, c'est charger la recherche avec le navigateur, cela utilise beaucoup de bandes passantes, mais ensuite vous extrayez des cookies tout ce qui est nécessaire. Et au lieu de charger un navigateur pour chaque produit, vous pouvez l'envoyer via l'API. Donc, en remplaçant le jeton d'authentification dans la requête API, vous pouvez faire fonctionner des sites web, non? Donc, au lieu de charger via un navigateur de bande passante, vous chargez la page principale, vous obtenez le jeton d'authentification, vous envoyez une requête API aux URL pour obtenir les pages HTML. C'est une manière très économique de faire des économies. Donc, une autre chose, et souvent, parfois les gens l'ignorent, est de vraiment personnaliser votre plan de service. Peu importe qui est votre fournisseur de proxy, que ce soit Bright Data ou une autre entreprise, vous devez vous assurer, premièrement, que vous utilisez le bon modèle de tarification. Qu'est-ce que cela signifie? Par exemple, chez Bright Data, nous avons des produits avec un type de paiement par bande passante ou par requête. Vous payez par requête ou pour la bande passante. Comme vous l'avez vu, une page produit sur Amazon avec le navigateur pèse environ 22 mégaoctets si nous ne bloquons rien. Mais ce n'est qu'une seule requête dans un service comme un Locre. Ainsi, vous pouvez voir qu'en payant pour 22 mégaoctets de bande passante ou une requête, vous pouvez déterminer lequel devient plus précieux et lequel vous fera économiser plus d'argent. N'ayez pas peur des plans mensuels, en fait. Très souvent, je vois des clients sur des plans à la carte dépenser des centaines de dollars, des milliers de dollars. C'est le prix le plus élevé par gigaoctet et vous dépensez énormément d'argent. Engagez-vous à un plan. Si vous avez peur de vous engager dans un grand, engagez-vous dans un petit pour réduire le prix. Nous parlons de 2 fois plus, cela dépend de la taille, mais cela peut être jusqu'à 10 fois plus. Alors n'ayez pas peur de vous engager dans des plans mensuels à long terme et des plans annuels. Et bien sûr, consolider les fournisseurs et regrouper tout le volume chez un seul prestataire. Maintenant, cela pourrait sembler, pourquoi mettrais-je tous les œufs dans le même panier? Mais je vais vous expliquer pourquoi. Parce que lorsque vous apportez du volume, vous obtenez de plus grandes remises. Et cela fonctionne avec tous les fournisseurs de proxy. Si vous allez voir un fournisseur de proxy et dites « J'ai besoin d'un téraoctet de données par mois », ils vont vous donner un prix incroyable pour ce téraoctet, mais si vous allez voir 2 fournisseurs et dites 500 gigaoctets ici, 500 gigaoctets là, ils vous donneront tous les deux une pire surprise que pour le téraoctet, n'est-ce pas? Et juste pour résumer, je veux donner un exemple, une étude de cas réel d'un client que Bright Data avait. Ils avaient une répartition du trafic 50-50e entre nous et un autre fournisseur où ils nous payaient 16 000 $ et 15 000 $ à un autre fournisseur. C'était 31 000. Puis nous avons négocié avec eux pour amener 90% du trafic, n'est-ce pas? Il est toujours judicieux d'avoir un plan de secours pour votre tranquillité d'esprit au cas où si ce service principal échoue, j'ai un plan de secours. Donc oui, d'accord, pas nécessairement tout déplacer, mais juste en déplaçant 90%, d'accord, la facture totale est sortie à 24 000 parce que le volume de 90% ce n'est pas comme si nous le doublions, n'est-ce pas?
Nous ne parlons pas juste d'accord, ça va être 30 000 $, non, ça n'est sorti qu'à 21 000 $ à cause du volume, à cause des paliers qui fonctionnent donc 24 000 par mois, nous parlons de 84 000 $ d'économie par an. D'accord, juste en déplaçant 40% du trafic vers Bright Data qu'auparavant. Malheureusement, mon temps est écoulé. Nous avions 30 minutes pour ce webinaire. J'espère que cela vous a plu. J'espère que vous avez trouvé quelque chose utile. J'essaie de garder cela large pour tous les cas d'utilisation. Ce sujet est grand. Beaucoup à dire, ce sont les points clés pour économiser de l'argent. Le reste est minimal. J'espère que vous en trouverez l'utilité. Nous avons quelques minutes pour des questions-réponses. Avons-nous des questions, Lucas? Quelque chose? Omer et moi avons répondu à quelques questions. Encore 2 questions en attente. L'une des questions est s'il est possible de sélectionner vos téléchargements au lieu de ce que vous avez bloqué. Comme bloquer tout sauf certaines choses. Habituellement, c'est. Je crois que oui, vous l'inversez. Je n'ai jamais essayé, juste télécharger ça parce que ce n'est jamais une seule chose. Il sera difficile de déterminer quoi télécharger. Si vous pensez pouvoir bloquer le reste, ça plantera. Beaucoup de JavaScript doivent être rendus. Donc mon conseil pour vous, ne partez pas, je sais que ça semble être beaucoup de travail de bloquer toutes ces requêtes, bloquer les types, les images, bloquer les styles. Bloquer tout ce qui pourrait ne pas être nécessaire. Vous pouvez bloquer par domaine. Comme je l'ai dit, sur Amazon, mais beaucoup d'autres sites peuvent charger d'autres domaines qui ne sont pas nécessaires. Si vous prenez l'autre chemin, vous commencerez avec un site cassé qui ne se charge pas. Et puis, vous ne savez pas quoi ajouter pour que ça fonctionne. Je bloque jusqu'à ce que ça marche. Une fois que je le casse, je m'arrête. Alors je prends du recul. Merci. Nous avons une autre question intéressante. On demande, est facile de migrer Puptee Coach ou Cloud Web et Locker ou ID? Eh bien, c'est une question très étrange parce que l'Unlocker ne prend pas en charge Puptee, certainement. Unlocker est un cas d'utilisation d'API. Parlant de l'Unlocker, les cas d'utilisation de l'API, la l'Unlocker fonctionne. Pour Puptee, il y a un produit appelé Scrapping Browser. Je suis sûr qu'il existe d'autres fournisseurs qui proposent quelque chose de similaire. Ce que cela fait, c'est que vous pouvez exécuter votre script Puptee sur nos serveurs. Donc, vous faites une connexion WSS à nos serveurs et votre script Puptee s'exécute de notre côté avec toute la technologie de déverrouillage. C'est un moyen excellent d'économiser de l'argent. En utilisant des produits comme les navigateurs de scrapping, pas besoin d'infrastructure. Les serveurs, les navigateurs sont exécutés sur nos serveurs. Tout ce que vous payez est la bande passante. Pas de serveur. Sur mon laptop, je peux lancer un millier de navigateurs. Le problème est que mon disque dur ne pourra pas enregistrer les données vite. Mais oui, c'est le plus simple. L'IDE est notre interface de codage. Ce n'est pas vraiment compatible avec Puptee ou autre chose pour le moment, mais il est très facile de créer un nouveau script dans l'IDE. Donc migrer maintenant, créer quelque chose de nouveau, oui. Merci, Raha. Quelles ressources supplémentaires pour apprendre recommanderiez-vous? Cela dépend de l'étape ressources supplémentaires. Désolé, je ne peux pas vous dire exactement ce que vous devez apprendre, mais en scrapping en général, il est très utile de savoir comment travailler avec les sélecteurs car il est probablement très difficile de choisir le bon sélecteur pour analyser vos données. Donc, si vous êtes intéressé par l'apprentissage du scrapping de données, choisissez le langage de votre choix. Je recommande Python, car il possède de nombreuses bonnes bibliothèques comme Beautiful Soup pour automatiser le navigateur et apprendre les sélecteurs CSS. Et c'est à peu près tout. Merci. Ok.
Nous avons une dernière question. J'ai remarqué qu'en utilisant Selenium avec Python, il y a des options limitées quant au type de données que vous pouvez en extraire, même si cela imite un navigateur. Savez-vous s'il existe des bibliothèques, surtout en Python, qui pourraient m'aider à automatiser également la partie que vous avez faite dans l'onglet Réseau des outils de développement du navigateur? Donc, je pense que l'idée est d'automatiser ce que vous avez fait dans les DevTools. Je pense que vous devriez nous donner plus de détails, mais oui, en gros, je vais être honnête avec vous. Je vais répondre. Selenium avec Python, option limitée pour les données extraites. Je ne suis pas d'accord avec cette affirmation car je peux obtenir tout avec Selenium ou Python. Il n'y a pas de limitation. La limitation pourrait venir du site web qui vous bloque. Dans ces cas, comme je l'ai dit, des entêtes, des cookies ou une technologie de déverrouillage. Mais Selenium et Python forment une combinaison incroyable avec laquelle vous pouvez tout faire. Évidemment, à l'origine, il va utiliser Chromium. Assurez-vous de le masquer avec simplement un agent utilisateur et des entêtes. Allez sur le site, voir ce qu'il envoie, et assurez-vous que votre navigateur envoie la même chose. Incroyable. Merci, Rafa. Une autre question. Que pensez-vous de Playwright vs Puppeteer? Je vais être honnête avec vous. Je pense que tous ces services comme Puppeteer, Playwright ou Selenium sont équivalents en termes de capacité. C'est plus une question de préférence. Avec quoi êtes-vous le plus à l'aise? En ce qui concerne les limitations pour obtenir les données, je crois qu'ils ont tous les trois les mêmes capacités. Utilisez ce que vous préférez. Node.js? Utilisez Puppeteer. Python? Utilisez Selenium. Incroyable. Je pense que nous sommes une dernière question de Yuri. Comment trouver les entêtes et cookies? Seront-ils dans la première requête d'un scrapper? Et dois-je les changer régulièrement ou cela dépend du site? Donc, en général, les entêtes et les cookies ne changent pas si souvent. Vous devriez être assez bien préparé en les configurant manuellement. Mais comme je l'ai expliqué auparavant, vous pouvez automatiser ce processus en ouvrant une automatisation de navigateur, chargeant la première page, car certaines pages peuvent avoir des cookies supplémentaires à charger. Chargez la page, extrayez les entêtes et cookies et utilisez-les comme vous le souhaitez. Vous pouvez donc en fait faire en sorte que le système mette automatiquement à jour les entêtes et les cookies. Mais oui, il suffit d'aller sur le domaine amazon.com, vous devriez avoir suffisamment de cookies et d'entêtes pour que le site fonctionne parce que tout le monde commence par amazon.com. Donc, lorsque vous allez sur amazon.com avec votre navigateur charge ses cookies et ils sont suffisants pour que vous puissiez effectuer une recherche et faire d'autres choses sur le site web. Il suffit donc de charger les cookies et les entêtes du domaine pour pouvoir continuer. Merci, Rafa. Vous les avez toutes répondues. Continuez d'ici. Oui, exactement. C'est ce dont je parlais, que vous pouviez simplement prendre un cookie de la première requête, le réutiliser jusqu'à son expiration et en générer un nouveau. Merci beaucoup. Oui, l'enregistrement sera partagé. Omer s'en occupera. Merci. Et il y aura petit sondage après. Prenez votre temps à remplir. Important pour nous car nous voulons vous fournir plus d'informations pour que vous puissiez économiser de l'argent, avoir un taux de réussite plus élevé, etc. Alors remplissez-le. Cela nous motivera pour savoir quoi faire et améliorer. Merci.